Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Marie Soria est la chef de cuisine d'un des plus célèbres créateurs d'événements, la maison Potel et Chabot. Dans ce secteur culinaire du traiteur et de l'événementiel, pas d'étoile pour reconnaître le talent. Et pourtant, Marie Soria et son équipe sont au sommet de la haute gastronomie et de la créativité. En 22 ans de carrière dans la maison, Marie en a gravi tous les échelons, jusqu'à devenir chef de cuisine en 2016. Un accomplissement rare dans ce domaine très fermé. Entre innovation, pour concevoir des événements toujours plus impressionnants, et extrême technicité qui lui permet de reproduire à la perfection le menu d'un chef triplement étoilé, Marie Soria est capable de relever tous les challenges. Dans cet épisode, elle partage avec la chaleur qui la caractérise les joies et les difficultés rencontrées dans son métier, la chance d'avoir trouvé sa voie très jeune. Et pour elle qui fait désormais partie du top management, la réflexion et la responsabilité autour du bien-être et des conditions de travail des collaborateurs, notamment pour permettre aux femmes d'avoir toute leur place dans l'entreprise. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Marie Soria dans Girls in Food. Bonjour Marie Soria. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Girls in Food ? Alors donc je suis Marie Soria, je suis la chef de cuisine de chez Potel et Chabot. Voilà. D'accord. Je veux bien que vous nous disiez en 2 mots comment vous présentez Potel et Chabot à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, même si bon, c'est quand même une belle maison. Alors Potel et Chabot, c'est un créateur d'événements. Voilà. On est là pour réaliser l'impossible dans des endroits extraordinaires et avec une cuisine qui vous portera au-delà de vos désirs. Si on revient un petit peu en arrière dans votre enfance, est-ce que la cuisine était quelque chose d'important dans votre famille ? Alors, c'est assez drôle parce que maman va pas être contente. Mais maman, c'était pas trop son truc, la cuisine. Donc, moi, j'ai commencé à faire la cuisine avec mon père parce qu'on allait en vacances chez Michel Guérard. Et moi, je me suis un peu passionnée parce que d'abord, il y avait les cuisines. Et moi, quand je me baladais dans le parc, j'étais attirée par les cuisines parce que c'était vraiment comme une mise en scène, en fait. C'était un théâtre. Je me rappelle que les cuisiniers sortaient dehors, ils mettaient les tables. Moi, j'arrivais toujours à la même heure. Je savais qu'à 11h, les cuisiniers sortaient, ils mettaient les tables et je regardais le spectacle. Et donc, ça a commencé comme ça. Après, on achetait les livres. Et après, en fait, c'était parti. Le week-end, c'était le millefeuille aux asperges. On a tout fait, en fait. On a fait tous les livres, enfin, pratiquement toutes les recettes du bouquin. Et en fait, après, moi, j'attendais en fait le week-end pour faire la cuisine avec mon père. Et je me rappelle du premier plat que je lui ai fait toute seule. C'était un de ses copains qui avait chassé des palombes et je lui ai fait des palombes en cocotte qui étaient juste fabuleuses. Et je me souviens en fait de ce plaisir de l'attendre. Ouais. Et au moment où il s'assoit, et là, je lui sers ma recette. Et cette sensation-là, en fait, j'ai jamais perdu. C'est-à-dire que quand on fait des tastings, ou quand on fait des nouvelles cartes, ou quand on fait goûter, ou quand on a des nouveaux plats, j'ai toujours cette même sensation, en fait, qui s'atténue pas. Et ça, c'est un vrai bonheur, en fait, de faire découvrir ou d'avoir un client qui dit ah ouais, ça c'est génial, ou enfin, c'est un pur bonheur. Donc on comprend que vous avez été très influencé par la cuisine de Michel Guérard depuis très jeune. Comment est-ce que vous expliquiez que vous aviez envie de reproduire ces plats ? Qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là ? Alors déjà, c'est un chef qui est emblématique et je trouve qu'il a eu une cuisine totalement en avance sur son temps. Donc c'est ça qui m'a plu. Et puis après, toute cette évolution en fait qu'il a eue, parce que c'est moi quand je travaille avec Michel, quand on a la chance de faire des événements ensemble, à chaque fois en fait il me bluffe sur son évolution, sur la modernité de ses plats, tout en gardant un côté classique. Et alors quand j'étais plus jeune, je me rendais pas forcément compte de ça. Je me rendais
peut-être juste compte qu'on était dans un endroit qui était fabuleux, parce que les thermes à Eugénie, c'est un endroit qui est extraordinaire. Et puis après, sa cuisine, elle est tellement réfléchie et intelligente que même petite, j'ai adoré. Ok. Et toujours dans votre enfance, donc on comprend que vous cuisiniez déjà beaucoup, qui était en charge du plat du dimanche ou des plats de fête? Alors, c'était mon papa, et je me souviens d'avoir fait plein de recettes de 31, ou un beurre blanc avec un coulibiac de saumon. Alors ça, c'était fabuleux. Une langouste aussi en belle vue. Je crois que j'ai encore les photos à la maison. Et donc, après, c'est devenu vite une évidence. Le week-end, il fallait faire des plats, et c'était avec mon père. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que très jeune, vous saviez que vous vouliez en faire votre métier, ou c'était une passion comme ça? Alors, au début, c'était vraiment en fait un plaisir. Mmh. Et puis, à l'école, je m'ennuyais. Ma sœur était... on a un an de différence. Ma sœur, c'était la première de la classe. Elle travaillait très bien. Et moi, j'étais une année derrière, et je m'ennuyais, en fait. J'ai jamais trouvé, en fait, de passion à passer du temps à regarder un tableau, sauf au moment où j'ai commencé l'école hôtelière. Et je me souviens de mes premiers bulletins de notes, où ma mère s'est dit, se sont trompés, c'est pas les mêmes bulletins de notes que quand elle était en classique. Parce que j'avais trouvé ma voie, en fait. Et je me rappelle même de ce concours. C'était au Paraclet il y a longtemps. Je pourrais vous redonner l'année, mais je l'ai plus en tête. Et il y avait 250 candidats, et il y avait 25 places. Et je suis arrivée deuxième. Parce que j'avais déjà ma place, en fait. Oui. Et c'était un concours pour rentrer dans l'école hôtelière. Pour rentrer, il y avait une classe pour... c'était le CAP de cuisine, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles hôtelières. Enfin, moi, j'en avais qu'une dans ma ville. C'était le Paraclet. Et surtout qui acceptait les filles, parce que ça, c'était encore un autre sujet. C'est incroyable de repenser à ça maintenant. Oui, oui. Mais donc, on a dit clairement à ma mère, de toute façon, il y a 250 jeunes qui veulent se présenter. Nous, normalement, on ne prend pas de filles. Mais si elle veut essayer le concours, elle essaye. Et si elle arrive à rentrer dans les 24 ou 25 places, elle sera prise. Et donc, ça m'avait mis une petite pression. Et je me rappelle de certains moments de ce passage où j'ai fait les choses naturellement, et en fait sans aucun effort. Je me rappelle et pourtant ça remonte. Il y avait des épreuves. En fait, j'étais vraiment à ma place. Ouais. Et après, quand on a commencé, c'était un bonheur. Je m'amusais, en fait. Et même dans mes cours, j'étais à ma place. J'avais eu cette chance aussi. C'était l'époque où mes parents avaient un copain qui venait d'arriver, qui était italien, qu'on avait croisé dans un voyage, et qui s'installait en Bretagne, dans ma ville, juste à côté de chez mes parents. Et c'était une pizzeria. Et juste avant de rentrer en école hôtelière, donc j'avais 13 ans, mon père m'avait dit, écoute, cet été, c'est pas de vacances, tu vas aller travailler chez Albino. Ça s'appelait Albino. Et donc, moi, quand je suis arrivée à l'école hôtelière, j'avais déjà un petit plus, parce que j'avais travaillé 2 mois dans cette pizzeria, où c'était les premières pizzas, en fait. Les gens connaissaient pas les pizzas. C'était vraiment la cuisine italienne qui commençait à arriver en France. Et donc, j'avais travaillé 2 mois en salle, en cuisine. Enfin, voilà, j'avais virevolté dans cette pizzeria pendant 2 mois. Et déjà arrivée, j'avais une avance sur les jeunes qui étaient là, parce que j'avais déjà ce petit côté un peu professionnel en moi. Oui, bien sûr. Et donc, je comprends, parce que je pose traditionnellement la question à mes invités, quel a été votre tout premier job? Mais je suppose que c'est à la pizzeria. Alors oui, mais je me souviens qu'il fallait être rapide, je me souviens de tout ça, je me souviens d'être en cuisine à faire de la concassée de tomates, je me souviens de choses comme ça. Mais mon premier vrai job, c'était plutôt mon premier stage, en fait, qui est un restaurant qui existe toujours à l'hôtel de la Pointe, où là, j'ai travaillé avec un chef qui s'appelait Ludovic Le Thor, et qui était un chef qui avait fait des grandes maisons, et je me rendais pas compte au début, mais je sais que ça a été aussi un tournant, parce qu'il m'a appris la rigueur, il m'a appris la rapidité. Je suis restée 2 mois en stage là-bas, et je n'ai que des souvenirs
technique, de professionnalisme. Je savais où j'étais et sincèrement, j'ai encore de très bons souvenirs. Je me rappelle qu'ils faisaient une rillette de tourteau qui était exceptionnelle. On avait des produits qui étaient fantastiques. Enfin, c'était une chance d'être là. Et justement, cette dimension rigueur, rapidité, la cuisine est un métier exigeant qui nécessite des aptitudes et d'intégrer qui nécessite des qualités particulières et voilà, des techniques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a tout de suite parlé ? Parce que pour certains jeunes qui sont encore des bébés, enfin quelque part à 13, 14, 15 ans, on est encore très très jeunes, ça peut être dur. Vous l'avez pas perçu du tout comme ça ? Non, je l'ai pas perçu comme ça. Alors, je me rappelle justement de ce chef qui me disait « T'as 10 minutes pour faire la caisse. » Enfin, et je regardais l'heure et je me disais pas il est fou. Je me disais juste qu'il fallait qu'en 10 minutes, je réussisse ce qu'il m'avait demandé. Mais ce que je me rendais pas compte, c'est qu'il m'apprenait la rapidité. Et la rapidité, quand on est chef, c'est... en fait... Quand on l'a, on s'en rend même plus compte. Et je le vois quand les jeunes... j'ai un exemple à Roland-Garros qui est assez drôle. J'ai des jeunes qui sont d'une école et ils sont tous en ligne en train de faire... je sais plus quel... Et ils sont lents. Et là, je les regarde et je leur dis, écoutez, vous avez tous une ligne à faire. Le premier qui arrive au bout et qui a terminé son travail et qui l'a bien fait, il a gagné quelque chose. Et là, je les ai vus, mais se transformer en des outils de rapidité. Et au bout de la table, je les ai tous pris. Bah, évidemment, il y en a un qui était parti avec je sais plus quoi. Et j'aurais dit, vous avez vu, vous êtes capable de le faire, en fait. C'est juste ça, en fait, la différence entre le vouloir et pouvoir le faire naturellement. Je lui dis, ça, déjà, on peut pas tout leur demander à des jeunes. Mais de comprendre que la rapidité, c'est un geste, en fait. C'est des gestes. C'est ce qui va nous aider dans le futur, dans l'organisation. Moi, je leur dis souvent, vous savez, moi, je suis pas rapide, je suis paresseuse, mais je m'organise pour aller plus vite. Donc, je m'organise sur mon poste pour que finalement, on devienne des bons cuisiniers. Et ça en fait partie, évidemment. Il y a beaucoup d'autres qualités. Mais la première, en apprenti, on peut pas tout lui demander, il sait pas tout faire. Donc, la rigueur, la propreté, la rapidité. Et par rapport à votre apprentissage, j'ai vu que vous vous étiez formé à la cuisine. Donc on l'a vu, vous avez passé ce concours pour rentrer à l'école hôtelière, pour passer le CAP cuisine. Mais j'ai lu que vous étiez aussi formé à la pâtisserie et même à la poissonnerie. Oui, alors comme j'aimais bien le côté, on va dire les produits de la mer, je me suis dit pourquoi pas essayer une année les poissons. Je trouvais que dans les restaurants où on avait travaillé, on recevait beaucoup les poissons. Ce qui est normal, j'étais bretonne. On recevait beaucoup les poissons entiers. Je les connaissais pas tous, donc je me suis dit 1 an en poissonnerie, ce sera pas mal. Donc j'ai fait des formations à la criée. C'était pas très rigolo, mais j'ai appris les poissons, comment lever un poisson rapidement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez Potel, je me rappelle, on m'avait mis au poisson et le chef était venu me voir et m'avait dit dis donc. T'as des aptitudes à travailler le poisson? Je dis bah oui, j'avais travaillé à la criée, j'avais travaillé dans des poissonneries et ça m'a beaucoup servi. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous conseilleriez à des jeunes qui veulent se lancer, des jeunes ou moins jeunes, mais plutôt de multiplier les je trouve que c'est bien, les compétences. Moi je trouve que d'avoir des compétences de poissonnerie ou de boucherie ou de charcuterie, c'est toujours bien dans une équipe en fait. Moi j'ai besoin d'avoir dans mes équipes des gens qui sont plus forts d'un côté ou de l'autre, ce qui fait forcément la brigade en fait. Oui. J'ai des gens qui sont plus aptes par exemple à monter des petits pâtés ou ça m'aide beaucoup en fait dans ma recherche, je m'appuie sur eux. C'est vous en fait le chef d'orchestre qui en quelque sorte mais c'est important vous assemblez pour des jeunes toutes ces compétences de savoir de même avoir une formation de pâtisserie, c'est hyper important déjà pour comprendre dans un menu équilibré jusqu'où va aller le client en fait, parce que on pense le cuisinier il va penser à ses entrées, ses plats et après arrive le dessert. Mais il faut que le menu soit équilibré. Il faut que ce soit un plaisir du début à la fin quand vous vous asseyez. C'est pas au dessert, non, j'ai plus faim. Le pâtissier, il faut qu'il existe aussi. Donc, il faut que notre menu il soit égal jusqu'au dessert et que le client puisse arriver jusqu'au dessert. On va revenir plus en détail sur le cœur de votre métier. Parce que après ces différentes formations, en fait, vous vous êtes orienté quasiment tout de suite, si je comprends bien, en dehors des stages. Vous vous êtes orienté tout de suite vers le métier de traiteur. Oui. Aujourd'hui, c'est même, vous êtes même créatrice d'événements, mais... Alors, pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Alors, à l'époque, mon chef des travaux
Je voulais travailler le week-end et il connaissait des traiteurs et en fait c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire que le week-end je faisais les mariages avec les traiteurs de Quimper. Donc alors ce qui m'a tout de suite plu, c'est on sait jamais où on arrive. C'est un peu comme c'est une mission en fait. Vous travaillez jamais avec les mêmes gens, c'est tout le temps des équipes différentes, des clients. Et moi je disais qu'on a un peu les saltimbanques, c'est-à-dire on arrive, on s'installe et puis après hop on repart. Et après ce qui est génial, c'est que vous êtes le chef de votre propre événement. C'est-à-dire que vous arrivez et vous avez toujours quelqu'un évidemment qui vous surveille de loin, mais qui est pas forcément là. Donc c'est vous le chef de votre réception. Vous organisez, vous avez un objectif avec un mariage ou autre. Et ce côté-là m'a aussi plu parce que ça me permettait d'exister en dehors finalement d'un restaurant où il y a un chef avec toute une équipe. Là, on vous donne des responsabilités, vous partez avec votre camion et vous rentrez avec. Et au-delà de tout ça, vous avez fait la cuisine et des jolis mariages ou des événements différents. Donc ça, j'aimais beaucoup ce côté-là. Le côté d'avoir des responsabilités. Voilà, d'avoir des responsabilités jeunes et surtout c'est un peu une aventure en fait. Voilà. Et chaque événement, c'est une aventure différente. Donc c'est peut-être moins répétitif que peut l'être une cuisine dans un restaurant. C'est différent dans un restaurant. Chaque service, vous allez vous améliorer, vous allez atteindre la perfection à chaque service. Vous savez quelque part ce qui va arriver. Tandis qu'en traiteur, c'est un peu différent puisque vous n'avez qu'une chance. C'est l'événement d'un jour, c'est un séminaire ou autre, mais demain c'est différent. Donc oui, j'aime bien ce côté aventurier en fait. Vous êtes en fait entré assez vite chez Potel et Chabot. Je crois que vous aviez 22 ans. 22 ans, oui. Ouais. Vous en êtes aujourd'hui la chef de cuisine. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... déjà, quand vous êtes entré dans cette maison, quelle perception vous aviez de l'entreprise, de cette entreprise-là? Alors, c'est assez drôle parce qu'on était trois petits Bretons. Donc, il y avait une cabine devant chez Potel. Hélas, j'étais un peu triste, ils l'ont retirée il y a quelques années, mais elle est restée quand même là. Et donc, on a appelé, on est tombé sur la cuisine, sur un des chefs qui est parti en retraite. Et je me rappelle, j'avais une telle pression. C'était, je sais pas, j'avais l'impression que je rentrais au Palais de l'Élysée. Ouais. Parce qu'un chef à l'époque en Bretagne m'avait dit... j'aimerais bien faire du traiteur, mais différent. J'aimerais bien évoluer. Et il m'avait dit, il y a qu'un traiteur chez qui tu dois aller, c'est chez Potel et Chabot. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'internet. C'était vraiment que sur le réseau. Je me suis dit, bon, bah, allez, hop, on part à Paris. On n'avait pas de rendez-vous. Et ce petit coup de téléphone dans la cabine où j'ai ce chef au téléphone qui me dit, je me présente et je dis que je cherche du travail en traiteur. Et il me dit, bah, monte. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Et donc, moi, j'avais un petit pressbook, et que j'ai toujours d'ailleurs, où j'avais les photos de ce que je faisais en Bretagne, chez le traiteur chez qui j'étais. Parce qu'après l'école, évidemment, je suis partie en traiteur tout de suite. Traiteur qui me faisait travailler en extra, qui m'a embauchée en tant que chef, à 22 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc évidemment, en tant que chef à 22 ans, on a beaucoup de lacunes et je m'en suis vite rendu compte. Je faisais toujours les mêmes recettes. C'est pour ça que j'avais décidé de changer. Je suis quand même restée 2 ans chez lui. Et donc, j'étais hyper fière de lui montrer mon pressbook avec mes dauphins en pièces cocktail et mes coquilles Saint-Jacques. Mais j'avais aussi des jolis petits pâtés en croûte et le contact est tout de suite passé parce que on était 3. Il nous a dit, je vous embauche tous les 3 à demain. Je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi dans cette entrée en matière chez Potel et Chabot, c'est que vous avez osé. C'est-à-dire, voilà, vous étiez en Bretagne, vous êtes venu à Paris pour un rendez-vous que vous n'aviez même pas. Non. C'est vrai. Vous êtes venu jusqu'ici, voilà. Mais on est dans les bureaux de Potel et Chabot. Je me souviens, on était devant cette façade qui est monstrueuse, parce que si vous regardez le 3 rue de Chaillot, la façade est sublime. Ouais, très impressionnante. Très impressionnante. Et je me rappelle d'être devant cette cabine, et on était 3, on disait, vas-y, toi, prends le téléphone. Non, vas-y, c'est toi qui appelle. Bon, c'est toi la fille, c'est toi qui prends le téléphone. Et je me rappelle de monter dans ce bureau, qui est, bon, c'est un peu différent maintenant, mais et d'avoir ce chef qui était Guy Plat et que j'ai eu encore au téléphone il n'y a pas longtemps, et qui, en plus, qui était d'une gentillesse, qui a fait son apprentissage chez Potel et qui a fait toute sa carrière. Et c'est aussi ça, Potel, c'est que c'est une grande maison, mais à l'intérieur, on
on a des vrais contacts humains. Et ce côté-là m'a tout de suite plu parce que bon, il savait très bien qu'on était de Bretagne et que j'avais ma petite valise et que je repartais le soir même. Mais il nous a quand même dit, je vous attends demain à 7h en cuisine. Et avec un regard, et je savais pas si c'était vraiment. Et bon, il nous a laissé une semaine pour nous installer. Il y en a un qui a un peu lâché parce qu'il a ouvert une boucherie à Perros-Guirec, mais donc on est venus vraiment à deux et on s'est soutenus un certain temps parce que de Quimper à Paris, il y a une grosse différence. Ouais. Et je pense que ça nous a aidé aussi d'être à deux dans cette entreprise et d'être un peu plus fort. Après, lui, évidemment, il a pris une place de chef ailleurs. Il est parti. Mais j'ai un super bon souvenir de ce début où je rentrais dans ce labo et je me rappelle, j'avais cette pression. Je me rappelle mon chef du garde-manger qui s'appelle Éric Champigny, qui a fait aussi sa carrière et qui est parti en retraite il y a 2 ans. Était venu me voir en me disant « Mais tu peux parler, hein, mais on va pas te manger ». Mais voilà, je voulais leur montrer quelque chose en fait. Je voulais pas rater mes essais et bon, ça a bien fonctionné parce qu'ils m'ont gardé. Et vous êtes aujourd'hui, depuis 2016, je crois, la chef de cuisine. 2016, oui. Et je suis rentrée en 92. Je suis rentrée en 92. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que j'ai des chefs qui étaient là avant moi, qui sont encore là. Oui, donc il y a des beaux parcours en interne, et dont le vôtre. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus sur les principales étapes ? Donc vous êtes rentrée... Alors je suis rentrée... Tout en bas de l'échelle, quelque part. Tout en bas de l'échelle, en tant que commis. Et j'étais au garde-manger, et je me rappelle de mon chef qui m'a dit une phrase il n'y a pas longtemps, qui était assez drôle. Il m'a dit « Toi, tu venais d'arriver. » Et je suis passée dans la cuisine, je te connaissais pas, ça fait peut-être un ou 2 mois que j'étais au garde-manger. Et il m'a dit, t'étais déjà en train de diriger tout le monde. Je me rendais même pas compte. Mais il me dit, il y avait des mecs enfin, moi, j'avais dans son équipe à lui, il y avait des gens qui étaient là depuis, pareil, 15 ans, 20 ans. Et il m'a dit, toi, t'étais là, t'avais tes 22 ans et tu commençais déjà à diriger les vieux de la vieille et tout le monde t'avait accepté. Donc, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être un petit truc à faire avec ce nouveau profil. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir évoluer. Donc, j'ai fait le garde-manger. J'ai d'abord fait la poissonnerie, enfin, on va dire le montage. Où là, viande, poisson, enfin, tout ce qui passe en premier, les légumes. Et après, j'ai fait le garde-manger. Et après, j'ai fait... Après tout ça, je suis restée dans le labo. Je ne suis jamais vraiment passée au chaud. Mais je commençais à m'ennuyer un peu, en fait. Et là, j'avais été voir le chef et je voulais aller à la déco. Parce qu'il y avait au 3e un espace où on faisait que de la déco. Donc, il y avait du sucre, de la glace, des fleurs. Et j'arrêtais pas de le tanner parce que je voulais absolument monter à la déco. Et puis un jour, entre 2 portes, je croise chef, est-ce que je peux monter à la déco ? Il me fait, vas-y, c'est bon, à partir du mois prochain, tu passes à la déco. Et là, je suis restée 2 ans à la déco. Et c'était le côté fleur. J'étais pas dans le côté sucre ni dans le côté glace. Et donc, me voilà avec ma camionnette, aller acheter mes fleurs à Rungis. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait pas des fleurs de fleuriste, mais plutôt des pièces uniques. Et pendant 2 ans avec... Alors, expliquez-nous ça. Alors, des pièces uniques, c'est quoi ? C'est à l'époque, je sais pas dire à l'époque, mais c'est qu'en fait, il fallait faire des choses différentes. Un jour, je vous donne un exemple, il m'appelle, il était avec Grand Marnier, et il me dit il faut que tu me fasses un centre de table, mais t'as 3 fleurs, il n'y avait pas de budget, et donc j'ai pris de la cannelle, j'ai pris des grosses marguerites oranges, et j'ai fait un centre de table qui n'était pas un centre de table avec des fleurs piquées, mais plutôt quelque chose de design. Il y avait une fleur qui flottait, et c'était plus ça notre challenge, c'était de faire en gros des œuvres d'art avec les fleurs. Et moi j'ai trouvé ça génial parce qu'on travaillait avec un menuisier, avec un ferronnier. D'accord. Et donc pendant 2 ans je me suis éclatée. Je me rappelle que le chiffre d'affaires avait explosé et je m'en rendais même pas compte. En fait, on bossait, on faisait des événements comme ça avec et le chef m'appuyait beaucoup. En fait, il me donnait un peu les lignes de conduite, il m'aidait, et on avait fait des RP avec nos œuvres. Et c'était magnifique, hein, parce que derrière, en fait, il n'y avait pas cet acquis de fleuriste. Donc moi, la fleur, je la prenais dans tous les sens du terme. Et on a vraiment fait une très très belle collection. Mais je trouve intéressant d'apprendre que d'une part, quelqu'un qui était en cuisine pouvait se retrouver à faire de la création florale, oui. Et d'autre part, que ce soit fait en interne. Parce que à l'époque,
Enfin, mince, je suis encore dit à l'époque. Parce que quand je travaillais en traiteur, mon job aussi, quand j'étais en Bretagne, c'était de prendre mon camion avec mes dauphins et mes, et mes coquilles Saint-Jacques et de les mettre sur le buffet. Et souvent, il fallait faire un peu plus. Donc, je faisais de la déco avec 3 bouts de ficelle. Mais j'aimais ça, en fait, ce côté visuel sur les buffets. Et ce côté-là, en fait, je pense que je l'avais mis dans un petit coin de mon cerveau. Et quand je suis arrivée ici et que je voyais qu'ils faisaient des décos sur buffet là-haut, c'est ça qui m'intéressait. D'accord. Et je me rappelle aussi d'une fois où on a un accueil en bas avec nos clients et il m'avait dit tu me fais 2 décos parce qu'il y a de chaque côté. Et donc je fais 2 décos, je les mets en place puis il revient, il me dit non mais c'est pas ça que je veux. Tu les enlèves, tu me fais autre chose. Hein. Et j'avais un copain qui m'avait ramené plein de petits potimarrons de toutes les couleurs. Enfin c'était un truc fantastique. Et j'étais là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me demande? Et je me rappelle, j'avais mis tous ces coloquins dans les aquariums, mais gigantesques, j'avais mis ça à l'accueil dans de l'eau. Il était revenu me voir, il m'avait fait, tu vois, c'est ça que j'attends de toi. Et c'était d'une telle modernité. Ouais. Et donc, à partir de là, en fait, vous êtes lancé. En fait, il n'y a plus rien qui vous arrête, puisque vous avez un chef qui vous fait confiance. Après, on travaillait ensemble les projets, on les mettait à la carte. Les commerciaux les aimaient, donc après, c'est génial. Hein. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que vous trouviez, et vous trouvez toujours, l'inspiration, ce côté artistique, en fait, hyper créatif, c'est très différent de faire de la cuisine. Mais... Même si on comprend que justement dans un métier de traiteur, il y a les deux. Mais comment est-ce que on apprend ça, en fait, alors que c'est pas quelque chose que vous avez appris à l'école hôtelière? Non, pas du tout. Mais alors, ce qui est intéressant chez nous, c'est que il y a plein d'exemples où finalement on part sur quelque chose, on part sur une direction parce qu'on a un besoin. C'est-à-dire que je sais que moi, par exemple, quand on travaillait sur les cartes pour ces décorations-là, on travaillait beaucoup avec un ferronnier, donc on travaillait sur des structures. Et en fait, c'est un objectif final qui fait que vous arrivez à ça. C'est-à-dire que là, on avait des RP, on travaillait avec ce ferronnier, et donc tous ces éléments en fait se mettent dans votre tête et c'est un travail en commun aussi parce que le chef vous donne des objectifs, mais sincèrement au bout je sais pas d'où sortaient ces idées, mais je pense que c'est un vrai travail en commun en fait avec les équipes, et puis c'est cette chance de pas savoir que finalement une fleur ça se pique dans la mousse et comme vous êtes fleuriste vous êtes plus dans cette habitude de faire des fleurs avec de la mousse, alors que moi, ça, je l'avais pas. Oui, bien sûr. Donc, je me permettais des choses avec les fleurs. Vous n'aviez pas les limites qu'on peut avoir quand on a appris. Et puis, c'était l'époque où, par exemple, Georges V, ils avaient retiré toutes les tiges. Je sais pas si vous connaissez ces fleurs qu'ils mettaient dans des aquariums complètement de travers. En fait, après, on se permet tout. Et ce côté créatif, il existe parce que vous vous avez une direction à prendre. On a beaucoup de clients qui, en fait, moi je trouve ça génial, c'est qu'ils nous donnent des lignes de conduite. La dernière fois, c'était pour l'opéra, c'était un ballet, ça commençait en blanc, la danseuse était blanche et puis à la fin, elle finit aux enfers, elle est rouge. Et on devait faire un menu tout autour de cette histoire. C'est de là qu'est sorti par exemple la rose givrée. Parce que je l'aurais peut-être jamais sorti si j'avais pas eu ce client qui m'avait demandé cette mission en fait de faire un menu tout autour du blanc et du rouge. Et à un moment donné, j'utilise cette rose givrée parce que je me dis une rose rouge, mais sans ce client, je l'aurais peut-être pas. Et j'ai plein d'exemples comme ça. On a une tour de verre qui s'empile, qui est juste fantastique. Je crois que ça fait 20 ans qu'elle est à la carte. Le maître d'hôtel prend sa tour de verre. Dedans, il y a ces éléments d'entrée, par exemple, et on vient rajouter quelque chose. On avait créé ça parce qu'on voulait faire la fête du personnel de Potel et qu'on était limité en personnel et qu'on s'était dit comment on peut faire pour qu'un maître d'hôtel, en une seule fois, il apporte 10 assiettes sur la table. Et on a créé cet élément. Sans ça, l'élément, il n'existerait peut-être pas. Non, je comprends. C'est à la fois les défis, quelque part, que vous lancez vos clients, les défis internes. Et les défis internes, et la crise en 2008 qui nous a fait créer un petit panier avec des bocaux qui est toujours à la carte parce qu'on voulait réduire le personnel, trouver une autre manière de faire. Et en fait, finalement, c'est tout ça qui, à un moment donné, vous fait avancer et vous fait partir sur des projets qui n'existeraient pas. Et après, il y a aussi les besoins que les commerciaux ont par rapport aux demandes de leurs clients. Oui, bien sûr. Classique, on va dire. C'est les besoins de la carte, les nouveautés,
les tendances actuelles. Donc là aussi... Ça, j'aimerais bien qu'on se penche là-dessus. Effectivement, la gastronomie a beaucoup changé ces dernières années. On voit que on retire progressivement la viande, ou en tout cas, elle s'allège des menus. Il y a des demandes avec des régimes particuliers, sans gluten, sans lactose, etc. Vous, est-ce que vous voyez ça comme des contraintes, ou est-ce que vous êtes tellement habitué justement à gérer des paramètres extrêmement différents que, au contraire, ça stimule votre créativité ? Non, alors, moi, je trouve ça hyper stimulant. Je trouve qu'il devrait y avoir des formations, même dans les écoles, de cuisine végane, végétarienne, parce que un vegan, c'est pas un fruitosaure ni un légumier. Oui, mais c'est important de le dire. Et il faut savoir prendre du plaisir. Et c'est pas parce qu'on fait par exemple, un plat vegan qui doit pas être aussi gourmand qu'une entrée classique. Et je trouve que si demain vous n'êtes pas vegan et que vous mangez une entrée vegan, vous devez prendre le même plaisir. Il ne doit pas y avoir de frustration. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on doit s'adapter aux demandes de nos clients. Ouais. Donc tout ce qui est produit allergène, ou tout ce qui est demande vegan, végétarien, flexitarien, enfin, on doit être à la pointe de tout ça. Et je ne me vois pas me dire non, je ferai pas de vegan, parce que pour moi, ce serait pas déjà une bonne image pour la maison. On doit vivre dans notre temps, en fait. Ouais. Et moi, j'ai appris plein de choses sur le vegan, et j'ai aussi un mari qui est un vrai viandard, et je l'ai amené dans des restaurants vegan. Et maintenant, le week-end, ma nièce, qui mange aussi beaucoup de légumes, enfin qui est plutôt végétarienne, vegan, on va le week-end et on s'éclate. Ouais. Parce que j'ai découvert en fait une autre cuisine, et donc oui, évidemment, ça m'intéresse. Et je suppose que ça nourrit aussi vos plats traditionnels ou classiques. Il y a des, en fait, c'est des manières de faire qui sont hyper intéressantes, avec on va dire, toutes les noix, les mélanges. Et je les utilise même dans ma cuisine classique, évidemment. Et du coup, ça m'a porté cette nouvelle carte qu'on a fait en 2022. Il y a beaucoup d'idées qui viennent de la recherche sur la carte végane. D'accord. Et ça vous arrive concrètement de faire des événements complètement véganes ? On vient de lancer la carte. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a déjà des demandes. On a fait des testings dernièrement pour des marques ou des grandes maisons qui voulaient faire des menus véganes. Bon, alors, on leur a fait des propositions, ils ont beaucoup aimé. Mais ils sont un peu dégonflés sur la fin. Ils ont mis un poisson sur un plat chaud. Parce que je ne sais pas si... Il y a cette envie, il y a ce besoin, mais est-ce qu'on est encore prêt, par exemple ? Parce que c'est facile de le faire pour un couvert. Vous invitez chez vous, vous faites du vegan, c'est cool. Mais faire 200 ou 300 couverts, c'est juste le fait de savoir passer au-dessus de la barrière, de se dire, bon, il n'y a pas que des véganes sur 200 couverts, mais on va leur servir un menu vegan. Et ils verront que c'est génial, et qu'on a pris du plaisir, et qu'on n'a pas faim en fin de repas, et que, en fait, il y a tous les paramètres qui rentrent. Et ça, c'est mon travail aussi à moi dans ma carte, de montrer que si c'est du vegan, le menu sera quand même complet. Exactement. Et que le plaisir sera là, en fait. Mais donc, en fait, dans la pratique, vos clients ont envie, mais vont pas toujours jusqu'au bout de la démarche. Voilà. Même si votre offre existe. Ouais. Ah, mais elle existe, et elle est prête, et elle est magnifique. Donc, je pense que voilà, maintenant, il y a un vrai travail de confiance pour leur faire goûter, en fait, et leur montrer que le plaisir est là. Et il y a aussi le côté scénographique. L'événement, s'il est vegan, il faut qu'il soit, en fait, comme un autre événement. On a fait un mariage vegan il y a pas si longtemps que ça, du vendredi au dimanche. Et évidemment, il n'y avait pas que des véganes, et les gens sont partis, ils étaient bluffés. Ouais. Bluffés par les goûts, par les textures. Il n'y a pas de perte de plaisir, en fait. Ouais, mais c'est très intéressant, et de vous l'entendre dire. Oui, c'est important. Même si je mange de la viande, attention. Oui. Mais, de la viande, du poisson. De tout. De tout, oui. On vous avait laissé pendant 2 ans aux fleurs et au décor. Oui. Est-ce que, si on reprend à ce moment-là votre parcours chez Potel et Chabot ? Donc, j'étais à la déco, je suis restée 2 ans, et là, Jean-Pierre Biffy m'a dit « Allez hop, tu redescends en cuisine, c'est bien gentil les décos, mais ta place c'est en cuisine. » Bon, moi, comme bon petit soldat, j'ai obéi. Et à ce moment-là, je suis partie sur les extérieurs.
Donc là, je me suis un peu plus rapprochée, on va dire, je devenais un peu la garde rapprochée de Jean-Pierre Biffy, parce que j'étais en gros la fin de l'événement. C'est-à-dire, vous êtes sur affaire, et c'est vous qui finissez le bout de la chaîne. Donc, affaires de chef, voyage à l'étranger, les testings. En fait, je commençais à travailler sur les cartes. Donc c'était vraiment, on va dire, j'avais eu la chance de travailler en production, donc je connaissais l'organisation. Et maintenant, je partais sur les extérieurs pour finir le travail, pour organiser les réceptions. Parce que juste pour expliquer peut-être aux auditeurs, d'ailleurs votre bureau se trouve juste à côté de la cuisine de Potel et Chabot, qui est donc dans Paris. Donc toutes les préparations commencent ici et sont terminées. Sont déportées sur les affaires. Tout ce qui est finition, dressage, ça se passe sur place. Tout se passe. Donc on a la chance d'avoir un gros bateau, moi je l'appelle comme ça, de production dans le cœur du 16e. Où on a 90 cuisiniers et 45 pâtissiers avec, on va dire, une cinquantaine de commerciaux qui travaillent aux 3 rues de Chaillot. Et en fait, le travail, c'est de commencer en fait cette production et de la finir dans des endroits différents, dans Paris ou dans le monde entier. Donc, on a 2 équipes différentes. On a vraiment les équipes de prod et après les équipes extérieures. D'accord. À quel moment est-ce que vous êtes devenu chef, justement ? Donc, on l'a dit en 2016. Mais ça correspond à quoi comme évolution ? Alors, moi, je suis devenue chef en 92 quand je suis rentrée chez Potel. Ouais. Je crois que j'étais chef à l'école. Dans ma tête, j'ai toujours été chef, en fait. Ce qui m'a un peu, des fois, causé quelques petits problèmes. Mais en fait, je pense que vous avez ce côté organisation dans votre tête, à la manière dont vous souhaiteriez le faire. Alors, évidemment, on est petit chef, mais on est chef, en fait, je pense. Donc, il y a une forme de prédisposition au leadership. Je pense, oui. Ouais. Il y a ce côté... j'aimais beaucoup, en fait... moi, j'aime bien dans ma tête organiser et que ça se passe de la manière dont je l'ai organisé. Bon, des fois, je fais des efforts. Hein, vous adaptez aux circonstances, voilà. ouais. Je m'adapte aussi aux circonstances, mais c'est vrai qu'en 2016, quand j'ai pris la place de Jean-Pierre Biffy, lui m'avait déjà laissé les rênes et bien préparé pour que je puisse prendre sa place et prendre la place d'un chef qui est là depuis... lui, je crois qu'il est rentré en 90 ou peut-être un petit peu avant. Et donc, il a fait une très belle carrière chez Potel et on sait ce qu'il a fait pour le milieu du traiteur. Je pense qu'il a fait un gros travail de mise en scène, de sortie des cuisiniers. C'était aussi l'époque où il y avait une nouvelle ère avec ces chefs qui sortaient de leur cuisine. Prendre sa place, c'est aussi un challenge. Un challenge, ouais. parce qu'il a mis une empreinte que je ne veux pas effacer. Mais je veux juste faire mon empreinte à moi. Bien sûr. Donc, Et on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que ça a fait en tant que femme d'arriver, de prendre la suite donc d'un chef respecté qui était donc un homme. Il y a peu de femmes en position de leadership dans ce secteur, que ce soit chez les traiteurs, mais même en cuisine, dans les grandes brigades. Comment vous l'avez vécu de ce point de vue-là ? Alors, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des chefs exceptionnels qui parlaient pas de genre, mais plutôt de capacité. Ok, voilà. C'est super. Et je trouve que moi, quand j'ai pris la place de chef en 2016, j'avais déjà les équipes qui me suivaient. J'ai pas eu à faire mes preuves, parce que c'est en fait quand vous savez où vous allez et que vous avez la sincérité, le respect, vous savez que seul vous êtes rien et que moi les équipes derrière, elles étaient déjà avec moi parce que la transmission était déjà faite en fait. En 2016, quand j'ai pris la place de chef, j'étais déjà le chef de chez Potel, parce que Jean-Pierre Biffy avait déjà fait son travail et que c'est pas une année, mais en fait c'est 10 années qui ont préparé, derrière ce grand bateau, il y a des gens qui sont arrivés en même temps que moi, Olivier Massot, le chef du show, Max Simbart, le chef du montage. Ces chefs-là, il fallait qu'ils m'acceptent aussi, mais ils m'ont accepté depuis le début, en fait. Ça a été une vraie préparation. Et moi, demain, je cherche aussi cette personne qui va me remplacer et qui fera que ce bateau continue à avancer dans la bonne direction avec des équipes fortes. C'est en fait...
quand vous êtes chef, vos équipes, c'est votre or et c'est avec ça qu'on fonctionne. Ouais. Donc demain, moi, j'ai besoin que ces gens me fassent confiance et en fait, c'est une confiance mutuelle qui se crée avec les années. Et là, on peut traverser les montagnes, on est fort et on a une vraie structure osseuse qui est hyper importante et que je protège au maximum. Là, ce que je comprends, c'est que le management, c'est une partie très importante de votre travail. Il y a bien sûr la création, la cuisine, mais il y a aussi le management. Oui, et il n'y a pas de livre. Alors, on apprend de ses erreurs, mais en fait, je pense que ça doit être quelque part aussi un peu inné. Et peut-être que je ne sais pas s'il y a une différence entre un homme et une femme, mais c'est vrai que moi, je les aime, en fait, mes équipes, tout simplement. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, que ce soit le plongeur, le commis, le chef du show, l'économe. On a tous besoin les uns des autres. Et s'il n'y a pas ce respect et cette confiance, et surtout la confiance, parce que moi, ma porte est ouverte, et je sais que je parle beaucoup avec mes équipes, mais... j'en ai 90, je les connais tous. Le matin, je passe dans la cuisine, je leur dis tous bonjour. Je sais que je les regarde droit dans les yeux, je leur demande si ça va. Alors, c'est peut-être un peu un rôle de maman, quelque part aussi. Il y a peut-être un petit côté de maman, mais il y a aussi un côté chef, parce que je sais qu'ils me respectent. Je les respecte. Et après, à partir de là, je vous dis, je sais que moi, mes équipes, on est capable tous ensemble de faire des choses qui sont exceptionnelles, comme là, on a des gros sujets qui arrivent, comme Roland-Garros. Je sais qu'on va sortir un travail fantastique parce qu'on a aussi un service achat qui nous trouve les meilleurs produits. On a ces équipes en production qui sont extraordinaires. Et puis après, on a les équipes en extérieur qui finissent le travail que les chefs de production ont fait. Et tout ça mis ensemble, sincèrement, moi, je ne sais plus combien d'années de maison, j'ai arrêté de compter. Mais j'ai toujours le frisson, en fait. Ouais. Le frisson d'un événement fantastique, le frisson d'une sauce que mon chef du show me fait goûter, ou cette petite pièce cocktail qui va arriver comme ça avec un Sébastien, qui est juste fabuleuse parce qu'on a pensé à la scénographie autour. Et en fait, le frisson, je ne l'ai pas tous les jours, mais je l'ai assez souvent et j'espère que j'en aurai encore longtemps. Ouais. grâce à tout ça, en fait, c'est une maison qui est fabuleuse. Avec toutes ces équipes qui font demain notre événement, en fait, c'est une expérience et c'est une vision globale de l'événement. Voilà, on sent que c'est une passion qui vous porte toujours. Et on comprend aussi que dans la maison, il y a bien sûr votre exemple de carrière longue, mais il y en a d'autres. En revanche, je me pose la question, comment est-ce qu'on attire les nouveaux talents aujourd'hui ? On le sait, la restauration est en crise. Il y a une vraie crise des recrutements. Alors... Comment est-ce que, parce que finalement, vous, les profils que vous recrutez, vous êtes en concurrence avec les restaurants. Tout à fait, restaurants, traiteurs. Enfin, ouais. Comment est-ce que aujourd'hui, on fait venir les jeunes et on les garde dans ces métiers ? Déjà, on a un gros travail avec les apprentis. Donc, on a des apprentis qu'on suit sur plusieurs années. Ça dépend de leur formation. Donc, on a la chance d'avoir... on va dire, on prend une vingtaine d'apprentis par an, ce qui nous permet de les suivre. Chaque chef de poste a ses apprentis. Les apprentis tournent, ils font leur formation, leurs examens. Souvent, ils partent. Et après, ils reviennent chez nous en embauche fixe. Enfin, on les réembauche, on va dire. Et pour moi, ça, c'est une vraie réussite. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, il s'est senti bien. Il est parti voir ailleurs et il revient parce que chez nous, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'il se sent bien, en fait. Ouais. Et moi, je mise pas sur une année, en fait. Moi, je veux que les équipes qui viennent chez nous s'installent et restent. Parce que quand vous avez un chef qui est là depuis 10 ans ou 15 ans, c'est beaucoup plus facile et c'est solide. Oui, il y a une mémoire de la maison. Bien sûr. Et après, dans un avenir proche, on a un beau projet avec un nouveau labo et je sais que les jeunes qui ne seront pas passés par chez nous, il va falloir qu'on les attire différemment. Oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien-être du personnel, ça veut dire salle de sport, ça veut dire un endroit pour mettre leur vélo électrique, ça veut dire salle de repos, ça veut dire demain aussi peut-être une nouvelle organisation d'heures, Il faut se poser des questions pour que les jeunes ils aient envie de venir et pour ça, il faut se dire qu'est-ce qui va les attirer. Et ça veut dire que ça, vous y réfléchissez. En fait, vous réfléchissez au-delà de la cuisine, tous ces à côté et vous réfléchissez aux conditions de travail. Alors, les conditions de travail, on a toujours été, on va dire,
on est quand même une maison saine avec les respects des heures. On a un gros travail avec les RH qui nous permettent d'avancer dans le bon sens et de pas faire de mauvais choix. Enfin, on est très entouré de ce côté-là. Mais après, il y a le côté bien-être du personnel. Et les nouvelles générations sont différentes et voient le travail différemment de nous. Et donc, si on se pose pas ces questions-là, demain, les jeunes, c'est notre avenir. Si ces jeunes ne viennent pas, on va pas avancer. Oui, il y a plus de... Donc, voilà. Donc, au-delà de tout ça, il faut se poser les bonnes questions et se dire comment va être ma cuisine demain. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent en télétravail. Nous, évidemment, ça ne nous concerne pas. Mais par contre, c'est demain de se dire comment on peut faire une production différente avec des gens qui travailleraient peut-être plus et qui viendraient moins souvent, enfin sur des jours de repos différents. Et cette question-là, oui, je me la pose maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut se la poser. Pour se mettre en place, pour, on va dire, si tout va bien, en 2024, on aura un nouvel outil de production qui va être juste fantastique. Et il va falloir que j'attire mes jeunes. Oui. Et ces jeunes-là, je vais être fière demain de pouvoir leur montrer un outil qui va les faire rêver et qui va leur donner envie en fait de venir chez nous et pas juste de venir pour un an, mais de s'installer. Oui. Parce que mon rôle, il est aussi, c'est demain d'avoir cette même ossature, mais avec une nouvelle jeunesse. Ouais. Tout à l'heure, vous avez évoqué Roland-Garros, qui est un événement sur lequel vous travaillez tous les ans. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu des coulisses d'un événement de ce type-là. Alors, ce qui est fantastique déjà à Roland-Garros, c'est qu'on va servir 3500 couverts le midi et on a la chance d'avoir un nouveau stade. Enfin, c'est pas un nouveau stade, mais plutôt un nouveau fonctionnement de stade qui nous permet de servir aussi le soir, puisqu'on a des matchs le soir. Donc, on a une nouvelle organisation. Alors, ce qui est formidable à Roland-Garros, c'est qu'on arrive sur le stade le vendredi, enfin on a des petites équipes qui arrivent le vendredi, mais le dimanche tout le monde est là pour servir les déjeuners. Donc on doit servir 3500 couverts, on a à peu près 300 cuisiniers qui arrivent. Alors la chance, c'est qu'on a un vrai réseau qui nous permet d'avoir des chefs de palace, on a beaucoup de chefs qui viennent du monde entier, qui connaissent l'événement et qui viennent travailler avec nous et qui nous suivent depuis des années. Mais ce qui est fantastique, c'est que le dimanche, les gens arrivent, ils s'installent, ils déjeunent et on sert 3500 couverts en un service avec des produits, on va dire, d'exception. On travaille avec nos producteurs pour qu'ils nous fassent pousser la petite feuille de blette à la bonne taille. On peut acheter nos champs de pommes de terre. On pêche au bon moment. Alors, c'est pas moi qui pêche les poissons, mais, on a ce vrai positionnement de respect de l'environnement parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même sur 7000 couverts jour. Alors évidemment, on n'est pas sur 7000 couverts au même moment parce qu'on a le midi et le soir, mais si on parle même de 3500 couverts le midi, ça fait quand même des quantités et des volumes qui sont exceptionnels, on va dire ça. C'est très loin de, par exemple, du quotidien d'un restaurant. Oui, mais quand vous commandez des asperges blanches, je me rappelle de ma première commande d'asperges blanches quand j'étais à Roland-Garros, j'étais responsable d'un site. J'ai refait 15 fois mon calcul parce que je me disais mais c'est pas possible, c'est pas autant d'asperges en une seule fois. Et si. Donc là on a un vrai travail avec nos producteurs et notre service achat. C'est vrai qu'on fait nos menus en décembre et à partir de là on est déjà en contact avec nos producteurs pour leur dire attention, à cette période-là on va avoir besoin de tant d'asperges blanches, de tant de homards ou de poissons. Et donc ça c'est un vrai travail en amont qu'on fait et qui nous réussit. Oui, donc la planification, c'est quelque chose quand même d'hyper important dans votre travail. Il faut réfléchir à ces aspects-là, c'est-à-dire c'est bien de proposer un menu qui va donc devoir être décliné en très très gros volume, mais c'est aussi donc faut l'exécuter le jour J, mais ça veut dire que des mois avant, il faut être sûr de pouvoir avoir les produits. De pouvoir avoir les produits et c'est surtout de respecter aussi l'environnement, et puis le client en fait, parce que quand vous faites une carte, vous vous dites que quand vous faites une sauce, c'est pour 3500 personnes. Oui. Donc, il faut aussi se poser la bonne question, de se dire, il faut être un peu fou, mais pas trop. Oui. Il y a la faisabilité technique, en fait, ensuite. Oui, il y a la faisabilité. Pour pouvoir respecter les volumes. Et aussi le goût du client. Oui. Parce que plaire à 3500 personnes, Ah oui, bien sûr. C'est pas donné tout. Non, c'est ça. Enfin, c'est plutôt... c'est un rôle où quand on fait la carte, on la fait, on la mange, on est tous autour de la table et on la goûte. Et il n'y a pas que moi qui décide, en fait, on réfléchit tous ensemble de se dire ça va plaire ou ça c'est trop osé. Ou je me rappelle une année on avait fait un homard aux fraises, ça remonte à quelques années. Bon je l'ai pas refait parce que c'était vraiment au début, c'était il y a une quinzaine d'années, mais il faut se poser la bonne question de. Il faut pas être trop conceptuel. Non.
Parce que ça doit plaire à quand même le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Et, tout en étant raffiné. Et tout en étant raffiné, un peu moderne dans le temps. Et de l'entrée au dessert, parce qu'évidemment, il y a aussi l'équilibre du dessert. Bien sûr. Qui prend son rôle. Et puis après, on a aussi cette chance à Roland-Garros d'avoir un climat un peu particulier. On peut passer de 40 degrés à 12. Donc, quand vous avez une magnifique asperge blanche et qu'il pleut des cordes, je vous assure, j'ai juste envie de pleurer. Ouais. Parce que ces jours-là que vous avez, par exemple, ou une raviole, parce qu'on a aussi pas mal de petits cèpes qui commencent à pousser, une belle raviole chaude et qui fait 40 degrés, vous auriez préféré qu'il y ait l'asperge ce jour-là, parce qu'on fait un menu, on va dire, journalier qui tourne pendant 15 jours. Donc, une recette différente à chaque fois de l'entrée au plat au dessert. Et donc, évidemment, vous choisissez pas vos jours. Non, bien sûr, surtout les mois à l'avance. Voilà. Ouais. Mais bon, des fois, ça tombe bien. Et des fois, ça tombe moins bien. J'aimerais aussi qu'on revienne sur un autre aspect qui est la collaboration avec des chefs. Oui. Parce que vous avez bien sûr la carte classique, que vous créez avec votre équipe, mais vous avez la particularité dans votre métier de travailler main dans la main avec des grands chefs qui vont vous confier en quelque sorte leurs recettes pour que vous puissiez les servir en très très grande quantité, à un grand nombre de convives. Avec leur goût à eux. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous fonctionnez sur ce type d'événement ? Alors, quand on a un chef qui vient chez nous, déjà, je veux c'est plus une confiance mutuelle. C'est-à-dire que déjà, c'est ses recettes, c'est pas les miennes. Donc, je les laisse dans un classeur avec une confidentialité. Mmh. Et après, il y a ce que lui a défini et qui doit être à l'identique de ce qu'il a fait. Donc, quand on fait un couvert, c'est facile, mais après, de le réaliser dans un plus grand nombre, c'est là où moi, j'arrive, parce que c'est mon travail, en fait. Je sais que si, par exemple, un chef fait un bar ou du bœuf ou même un légume, il faut que ce soit exactement comme lui, il a imaginé. Et mon rôle à moi, c'est de les réaliser pour 100, 200... Enfin, il n'y a pas de limite. Mais justement, le chef, lui... étoilé, il est là, il a sa recette, et moi je sais comment la mettre en œuvre pour un grand nombre. C'est vous la garante en fait de ce changement d'échelle. Ce changement d'échelle, et je sais que avec les années, on a cette confiance avec les chefs, et moi j'aime qu'ils me fassent confiance en fait, avec mes techniques, avec ma vision différente de la sienne, mais qui finalement au bout du bout fait que sa recette, on a réussi à la faire pour... J'ai même pas de nombre en fait, parce qu'on peut partir sur 30, comme 50, comme 200, comme 1000, il n'y a pas de limite. Nous, notre rôle, c'est vraiment de réaliser sa recette comme lui, il a imaginé dans son restaurant. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas possibles ? Est-ce que parfois vous devez dire non ? Alors non, l'impossible est impossible. D'accord. On aime en fait. Il n'y a vraiment aucune limite. On a travaillé avec des chefs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou des... Je me rappelle d'un rendez-vous dans ce bureau avec une marque de cognac célèbre et un chef extraordinaire qui s'appelle Paul Perret. Et il voulait réaliser son menu, donc son restaurant qui s'appelle l'Ultraviolet à Shanghai, et il voulait refaire le restaurant dans l'orangerie de Versailles. Et là, quand on a commencé à parler du projet, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils sont tous fous, on ne va pas y arriver. Et en fait, on a fait un truc qui était exceptionnel. C'était fabuleux. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est quand on a des chefs comme ça qui viennent et qui nous poussent à l'impossible. Et ça, c'est génial en fait. J'adore. Ok. Donc pour vous, c'est plus vous le prenez comme un challenge encore une fois, ouais. C'est un challenge, ouais. C'est génial. Mais en fait, tout est un challenge. Roland-Garros, c'est un challenge quand vous démarrez le dimanche et que vous finissez et que vous avez croisé 450 000 personnes et que les jeunes, à la fin, ils pleurent parce qu'ils ont fait 15 jours ensemble, ils veulent plus se séparer. Moi, je pleure de bonheur parce que c'est fini. Mais non, mais c'est... Ouais, c'est des moments forts en émotion. Ouais. Toujours, en fait. Toujours, en fait, ouais. On se prend dans les bras, on se dit qu'on s'aime. Non, mais c'est rigolo, en fait. Ça aussi, ça fait partie du métier, en fait, de ce côté attachant avec les gens. Et d'ailleurs, quand j'en ai qui partent, soit je suis très en colère et on se parle plus pendant 2-3 ans,
parce qu'ils quittent la famille. Hein. Mais souvent, ils reviennent. Donc, et puis, ce qui est formidable, c'est quand moi, j'ai des jeunes, alors jeunes ou moins jeunes, qui ont des projets et qui deviennent chefs eux-mêmes. Et là, il faut les pousser. Tant qu'on peut les aider, on les aide. Ça, c'est fantastique. Après, voilà, moi, où je suis triste, c'est quand ils partent pour les mauvaises raisons ou qu'ils vont travailler pour la concurrence. Là, Mais sinon, non, évidemment. Et puis aussi, ça permet d'ouvrir la porte à d'autres profils. Et puis, on a aussi beaucoup de jeunes... alors moi, j'aime bien maintenant aussi travailler avec les jeunes en reconversion qui ont des profils complètement différents, des bacs plus 6, qui ont fait Sciences Po, qui arrivent là-dedans. Et en fait, c'est encore une autre ouverture. Et tous ces profils en fait mis ensemble, c'est intéressant parce que ça aboutit à quelque chose de complètement différent que ce qu'on avait au départ des cuisiniers et qui étaient en formation hôtelière. Et en fait, maintenant la cuisine, elle est en train de changer en fait. Et justement, ça, c'est intéressant. Par rapport à ça, effectivement, il y a pas mal de gens en fait qui, effectivement, après un processus de reconversion, s'orientent vers le secteur du traiteur. Oui. Donc moi, je suis même passée par là. Quel conseil vous leur donneriez? Parce que vous, effectivement, vous êtes sûrement le plus grand traiteur en France. Vous avez tous les produits d'exception. Maintenant, il y a des gens qui montent des projets beaucoup plus modestes pour des volumes qui sont vraiment très différents des vôtres. Mais est-ce qu'il y a quand même des passerelles? Est-ce que vous voyez moi, j'ai un exemple qui est assez drôle. Alors après, je reviendrai sur votre sujet, mais j'ai un pilote de chasse qui m'a contacté sur Instagram en me disant qu'il voulait faire de la cuisine, qui me suivait sur Instagram et qui voulait absolument vivre une expérience. J'ai trouvé le projet intéressant. Donc il est venu chez nous, maintenant il travaille chez Guy Savoy, il a un super parcours, il a fait son apprentissage, il a travaillé il a fait une reconversion et il est allé au bout de son projet. Et moi il m'a dit, j'ai toujours eu cette idée en fait dans ma tête de cette passion. Alors des fois on a ce petit côté de nous qui se dit, il y a ce truc là mais il faut y aller en fait, parce que quand je vois le profil, par exemple, l'histoire de cette personne qui quand même est pilote de chasse, quoi. Et demain se retrouve avec moi en cuisine. Alors déjà, il m'apporte des choses que j'avais pas forcément. Alors il a le côté très rigueur de l'armée, qui est finalement la même chose en cuisine. Il y a le respect de la hiérarchie. Et en fait, ça marche parce que c'est une passion, parce que c'est quelque chose qu'on a en soi. Et donc, faut pas hésiter. Mais il faut quand même apprendre un peu les bases et pas se lancer. Il faut une formation. La formation est importante. La formation hôtelière, passer par une école, se former. Est-ce que se former sur le tas, ça vous semble une option? Ça peut aussi, si c'est peut-être un peu plus long, mais se former sur le tas, pourquoi pas. Mais ça prend du temps quand même. On ne devient pas du jour au lendemain chef de cuisine ou responsable d'un restaurant, parce qu'il faut savoir accueillir son client, il faut savoir s'occuper de ses équipes, il faut connaître les produits, il y a pas mal quand même de paramètres qui sont importants quand vous ouvrez un restaurant ou un traiteur. Sécurité alimentaire, bien sûr, il y a tellement de paramètres qu'il faut connaître. Voilà. Alors évidemment, on peut s'entourer aussi de gens qui vous aident, ce qui peut fonctionner. Mais je pense qu'il faut aussi vivre dans une entreprise, apprendre à l'école les bases, pour que demain ce soit plus facile pour la personne qui a ce projet-là. Ok. J'aimerais bien qu'on parle aussi d'un autre sujet qui est la place des femmes dans ce milieu-là, donc le milieu de la gastronomie au sens large. Vous, ce que j'ai compris de votre expérience, notamment chez Potel et Chabot, c'est que vous étiez toujours sentie à votre place. J'ai jamais eu on m'a jamais, que ce soit en cuisine ou même, on va dire, dans le... Moi, j'ai la chance d'être au COMEX de cette entreprise et je sens pas de différence entre un homme et une femme. En fait, vous avez vos responsabilités, vous avez vos objectifs à tenir et comme je dis, il n'y a pas de genre en fait, on s'en fiche. Mais pourquoi est-ce que cette manière de penser n'est pas plus répandue en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change selon vous? J'ai pas... Et là, j'ai pas trop de solutions sur ce sujet parce que je suis pas... en fait, je suis pas une guerrière, c'est-à-dire que je me suis jamais battue
pour... j'ai eu au début de ma carrière beaucoup de portes fermées parce qu'on ne prenait pas de femmes en cuisine, mais tant pis pour eux en fait, c'est qu'ils ont raté, ou alors ils m'ont rendu service parce que j'ai pas mal de restaurants qui m'ont fermé les portes et le traiteur m'a accepté tout de suite. Ouais. Et tant mieux parce que peut-être que je serais restée en restaurant et que j'aurais pas connu, que j'aurais pas eu cette aventure. Après, je trouve ça tellement triste de pas donner sa chance à quelqu'un parce qu'il a un sexe, que ce soit féminin, masculin, je m'en fiche en fait. Il faut savoir capter les talents des gens. Et je voyais un reportage où dans un pays nordique où les femmes du gouvernement, il y avait plus de femmes que d'hommes, et je me suis dit waouh, c'est génial, mais c'est fait naturellement en fait. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on me dise il faut 30% de femmes, ou en fait ça devient des règles, et c'est pas les règles. Pour moi, c'est pas naturel. Vous êtes une femme ou vous êtes un homme, vous avez des responsabilités. Et c'est pas, on ne dit pas il faut 30% par exemple de femmes. Ouais. Après, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Après, on peut aussi se dire que la société elle change tellement lentement qu'il faut des règles, mais après c'est pas naturel. Il faut accélérer un peu les choses. Je trouve que ça manque de... Vous voyez, moi je suis devenue chef, mais pas parce que je suis un homme ou une femme, parce que j'avais ces capacités à devenir chef chez Potel, et c'est pas mon genre qui m'a porté. Est-ce que vous, dans vos équipes, vous voyez arriver des générations de femmes ? On a des femmes fantastiques chez nous qui ont des rôles de maman et qui demain continuent à avancer avec leurs responsabilités. À nous ensemble de trouver les bonnes manières pour qu'elles continuent à évoluer et à prendre des responsabilités. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est perdre mes talents parce que demain une Anaïs est devenue maman et a peut-être une vision différente de son avenir. Et c'est à nous ensemble de trouver les bonnes on va dire les bonnes mesures pour que ça continue à avancer. Et heureusement, on est nombreux dans cette société, c'est une grande société qui peut porter ces choses-là. Et un exemple type, moi j'ai une jeune femme qui a fait son apprentissage chez nous. Après, elle est partie, elle a fait des grandes maisons, elle a fait la Tour d'Argent, elle est revenue. Et là, elle a pris les rênes d'un gros poste en cuisine qui est la partie recrutement, RH. Elle est toujours en cuisine, elle fait quand même des affaires, elle travaille sur les cartes, mais elle est maman. Et demain, là, elle vient de passer Cannes, elle a plein d'objectifs, elle a plein de beaux projets, et je sais que c'est pas un frein demain d'avoir des enfants. Ouais. Non, il faut trouver en fait la bonne manière de pouvoir justement leur permettre de continuer à être maman, mais aussi leur rôle de chef est important. Ce que je comprends aussi là, c'est que vous identifiez ça, en fait, le fait que finalement la maternité qui peut être le moment qui bouleverse la carrière, c'est ça, des femmes. C'est ce que vous constatez. C'est ce que j'ai déjà vécu en cuisine avec des femmes qui me disaient mais je peux plus en fait, mais mon rôle c'est de trouver la bonne solution pour que justement elle continue à évoluer. Ça c'est super intéressant aussi. Et en tant que voilà, mais c'est peut-être parce que je suis une femme aussi. Alors moi j'ai pas d'enfant, mais c'est pour ça qu'il faut plus de femmes à haut niveau. Oui, mais alors moi c'est un choix de pas avoir eu d'enfant, mais par contre je ne veux pas que mes femmes chefs, je perde mes femmes chefs parce qu'elles ont des enfants. Non. On est assez intelligent pour trouver. Et maintenant, en plus, grâce au Covid, on a des nouvelles méthodes de fonctionnement. Et c'est à nous de les trouver, en fait, et de les mettre en place pour que mes femmes chefs continuent à être chefs et à diriger cette société. Et je me battrai pour ça, et tous ensemble. Hein. On arrivera, bien sûr. Et demain, si j'ai des jeunes qui sont là, je veux qu'elles se disent, et elles le voient, en fait, en disant, ici, en fait, on peut continuer à grandir en étant maman, oui, quel que soit son choix de vie. Exactement, quel que soit son choix de vie. Et si on doit travailler 3 jours par semaine pour être, ou 4 jours par semaine pour être 3 jours à la maison, on y arrivera en fait. Vous allez avoir plein de candidatures. Comment ? Vous allez avoir plein de candidatures. Oui, mais moi je rêverais d'avoir plus de... Alors maintenant dans les écoles, on voit les changements, on a beaucoup de femmes. Et donc, ces femmes, elles vont aussi demain être mères, et il faut trouver la bonne manière pour qu'elles continuent à être chefs. C'est pas parce mais des démarches comme la vôtre permettent aussi de oui. sécuriser leur parcours professionnel. Bien sûr. Et d'éviter qu'elles quittent le secteur. Le secteur. Et puis après, elles peuvent quitter aussi le secteur pour un moment et revenir. Et je pense que quand on a des capacités, il faut les garder. On peut aussi s'absenter 1 an et revenir. Hein. Nous, on a cette chance aussi d'avoir beaucoup de gens dans la cuisine, d'avoir des postes assez solides,
pour permettre aussi, on a des gens qui sont partis 1 an, que ce soit hommes ou femmes, ils sont partis à l'étranger pour des missions et ils reviennent. Donc c'est une belle structure en fait, solide. Ouais. Dernière question avant de passer au questionnaire Girls in Food. Quelles sont les femmes qui vous inspirent? Voilà, il y en a plein. Et j'adore Hélène Darrow parce qu'elle a un parcours, je trouve qu'elle a eu une évolution dans sa cuisine qui est exceptionnelle. Je me rappelle d'Hélène, au début, moi j'allais chez elle parce qu'on avait des réceptions où Hélène signait, et quand je vois son évolution, les restaurants qu'elle a ouverts, les différents concepts, ça marche, c'est d'une modernité, c'est dans l'air du temps. Enfin voilà, j'adore cette chef, elle est fabuleuse. Et puis en plus, elle est juste pareil aussi, une maman extraordinaire. J'aime ce qu'elle envoie sur les réseaux. Enfin, puis j'aime sa personnalité. Après, évidemment, dans les femmes exceptionnelles dans le milieu gastronomique, il y a Anne-Sophie Pic, qui elle vraiment touche les étoiles. Et c'est vrai que quand on travaille avec elle, on voit sa rigueur. J'aime beaucoup son ambition. Et puis après, il y a ma maman qui est exceptionnelle. C'est bien de le dire aussi. Voilà, qui m'a portée et surtout qui m'a fait confiance, parce que dans un milieu comme ça, il y a 20 ans, faire de la cuisine, c'était un choix complètement dingue. Et elle aurait pu me dire non, ce ne sera pas ton métier. Et donc, grâce à ça, j'ai réussi à réaliser cette passion. Et je pense qu'il faut laisser les enfants vivre, en fait. Leur laisser les choix. Même si ça peut être compliqué, parce que la cuisine, il y a 30 ans, c'était pas un métier très brillant, on va dire. Moi, je me rappelle de ma sœur qui m'avait dit je te préviens, si tu dis à mes copines que tu es en CAP de cuisine, tu sors plus avec moi. Je suis ok, d'accord. Les temps ont changé. Oui, c'est assez drôle. Hein. Mais tant mieux. Heureusement, on a évolué dans le bon sens, parce que c'est vrai que le cuisinier avec sa clope sur la marche avec la veste tachée, l'image elle est plus, c'est plus la même. Hein. Tout à fait. Heureusement, mais ça c'est grâce aussi aux émissions de télé, et puis avec l'évolution, les pâtissiers sont très à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. beaucoup de gens veulent faire de la pâtisserie, mais la cuisine c'est bien aussi. Hein. Il y a beaucoup c'est un ensemble de choses, mais oui. Après, apprendre la pâtisserie c'est important aussi. Marie, on va passer au questionnaire Girls in Food, donc des questions du tac au tac pour mieux vous connaître. Ok. Quel est votre dernier coup de cœur food? Alors, c'est dans un restaurant vegan, c'est une purée de betterave à la noisette. Oh my god, c'était vous pouvez citer le restaurant ou... C'est Messa. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Messa, j'ai un doute. Mais non, avec une feuille de graines croustillante. J'ai adoré. Quel plat résume le mieux votre enfance? Alors, le poulet chasseur. Avec papa. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? Oui, c'est géranium. C'était un dessert. C'était une crème brûlée avec un légume. C'était du concombre. Et c'était à tomber par terre. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Oui, le poivron. Quel produit avez-vous toujours au frigo chez vous? Du parmesan. Et justement, à la maison, quelle est votre recette fétiche? Oh là, j'en ai plein. La recette doudou à laquelle vous revenez tout le temps? Alors, j'adore la blanquette, en fait. Blanquette de veau. Et quand vous préparez cette blanquette, qu'est-ce que vous écoutez? Quelle est la bande-son de votre cuisine? Aïe, 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 aïe. Ça va faire rire tout le monde, mais c'est Céline Dion. Je peux l'écouter en boucle toute la journée. Ça désespère mes voisins, mon mari. Toujours les mêmes. C'est Céline Dion en boucle, en fait. Désolée. Quel est le restaurant de votre vie, s'il n'en restait qu'un? Eugénie Les Bains, Michel Gérard. Et un restaurant que vous donneriez cher pour découvrir? Alors, il y en a pas mal, mais c'est plutôt les... J'aime bien... alors, j'aimerais bien aller au nouveau Noma. Voilà. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? Hélène Darrow, par exemple. Bien volontiers. Merci beaucoup, Marie Soria. Merci à vous. À très vite. Si
Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.